Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des peines de 10 à 20 ans de prison pour 8 accusés et 5 acquittements. Verdict de la cour d'assises de l'Essonne le mercredi 4 décembre dans l'affaire dite des policiers brûlés à Viry-Châtillon. Le 8 octobre 2016, à l'entrée du quartier de la Grande Borne, des policiers surveillaient un mât de vidéosurveillance quand des individus cagoulés ont jeté dans leur voiture des cocktails Molotov. L'attaque, ultra-violente, a ému l'opinion et entraîné des manifestations de policiers partout en France. Aujourd'hui, Code Source refait le film de ces événements avec Nicolas Goinard et Sébastien Morelli de l'édition de l'Essonne du Parisien. Sébastien Morelli, cette histoire se déroule dans l'Essonne, dans le quartier de la Grande Borne. Vous pouvez nous décrire ce quartier ? C'est un des quartiers les plus sensibles de l'Essonne qui est à cheval sur 2 communes, en grande majorité sur la commune de Grigny et un peu sur la commune de Viry-Châtillon où vont se dérouler les faits. C'est une cité qui ressemble pas à une cité classique avec des grandes barres d'immeubles ou des grandes tours, pas du tout. On a des immeubles de faible hauteur, 3-4 étages, pas plus. C'est assez arrondi, c'est pas franchement laid, on y trouve même des mosaïques, des sculptures, mais c'est un véritable labyrinthe, ce qui fait que quand on s'engage dans cette cité pour des policiers, c'est pas facile. C'est facile d'y dresser des embuscades. Ils subissent assez régulièrement des caillassages au sein de cette cité. C'est difficile pour eux d'intervenir à l'intérieur. Le samedi 8 octobre 2016, à la Grande Borne, donc à Viry-Châtillon, 2 voitures de police sont stationnées au carrefour dit du Fournil. Le Fournil, c'est une grande boulangerie qui fait l'angle sur ce carrefour. Elle est située juste en face d'une des principales entrées de la Grande Borne. C'est là que ça va se passer. À ce carrefour, aux alentours de ce carrefour, se déroulent très régulièrement des attaques à la portière assez violentes. C'est-à-dire que les automobilistes qui s'arrêtent à ce feu sont agressés. Des jeunes surgissent de derrière les haies, brisent les vitres de la voiture pour s'emparer généralement des sacs qui se trouvent sur le siège passager. Si vous avez le malheur de résister, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes frappé. Il y a eu énormément d'agressions, d'où l'implantation de cette caméra pour les faire cesser. Que se passe-t-il avec ce mât de vidéosurveillance ? Ce mât de vidéosurveillance va être attaqué à de très nombreuses reprises, soit par des voitures ou des camions béliers, où il va tenter d'être scié à plusieurs reprises, et du coup, il est mis sous surveillance. On surveille la caméra de surveillance. Il y a donc 2 voitures de police, avec dans chacune des voitures 2 fonctionnaires de police pour surveiller ce mât de vidéosurveillance. C'est ça. Que se passe-t-il le 8 octobre 2016, donc à ce carrefour du Fournil, vers 15h ? Une partie de la scène a été filmée par une autre caméra qui se trouvait dans la caserne des pompiers. On voit au moins 16 jeunes armés de cocktails Molotov qui sortent de la Grande Borne, qui vont longer la caserne des pompiers pour faire un tour et en fait prendre les voitures des 2 policiers à revers. C'est-à-dire que ces derniers en fait ne vont les voir qu'au dernier moment dans leur rétroviseur. Et donc ils ont 16 jeunes qui vont se précipiter sur leur voiture et lancer des cocktails Molotov. La première voiture est prise d'assaut, les jeunes brisent les vitres avec des pavés et lancent des cocktails Molotov enflammés directement sur les 2 policiers qui sont à l'intérieur, qui sont Vincent et Jenny. Jenny va réussir à s'extraire assez rapidement de la voiture, mais elle est en feu. Son collègue Vincent, lui, la portière est bloquée par les jeunes, ce qui fait qu'il est très gravement touché. Il parvient finalement à s'extraire de la voiture, mais il continue à brûler. L'autre voiture, c'est un peu le même scénario, sauf que là, les policiers parviennent à sortir tout de suite. Ils vont plutôt être frappés, ils vont prendre des coups de poing, des pierres. L'un des 2, Sébastien, va se porter au secours de Vincent, qui est en flammes. Il va notamment parvenir à lui retirer son polo qui est en train de brûler. Et ensuite, ils vont se réfugier à l'intérieur d'un immeuble. Que se passe-t-il ensuite ? Il y a des riverains qui ont assisté à ce qui s'est passé, donc ils vont prévenir les secours, qui vont intervenir et prendre en charge les 4 policiers. Dans quel état sont les 4 policiers après l'attaque ? Vincent est très gravement brûlé, notamment au visage et sur le torse, brûlé à 30% sur le corps. Jenny est également gravement atteinte au visage, aux mains. Quand Jenny parvient à sortir de la voiture, donc elle est en feu, elle réclame de l'aide, elle dit qu'elle est maman, qu'elle a des enfants, et pour toute réponse, en fait, elle prend à nouveau des coups et des jets de pierre. Sébastien, qui a porté secours à Vincent, est également brûlé gravement aux mains. Et sa collègue souffre, elle, de contusions, de plaies. Elle a pris des coups.
Nicolas Gouinard, 2 jours après cette attaque, vous avez pu recueillir le témoignage de l'une des victimes, un policier, Sébastien, dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Lui, il est très choqué après les faits. Il raconte que quand il s'est rendu le lendemain, donc le dimanche, à la direction départementale de la sécurité publique pour être auditionné, il a demandé à sa femme de contourner le quartier de la Grande Borne parce qu'il ne voulait pas passer à proximité. Donc il en garde un réel traumatisme et il explique aussi qu'en tant que policier sur ce secteur, il était habitué à être caillassé, mais jamais il aurait pensé que les jeunes allaient venir au contact et essayer de les tuer dans une voiture et leur mettre le feu. Il dit ils ont voulu nous tuer. Après cette attaque, comment réagit la classe politique ? Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque et connu en tant qu'élu dans l'Essonne, dit qu'il n'y a pas de territoire de non-droit, mais des territoires difficiles dans la République. Quand on s'attaque à des policiers et qu'on veut tuer donc des policiers, on veut tuer des flics, mais on s'en prend à ce qu'ils représentent, c'est-à-dire l'autorité de l'État. Il n'y a pas de zone de non-droit. Et il promet que les auteurs de cette attaque seront traqués et traduits en justice. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à ce moment-là, condamne ces faits et promet des sanctions lourdes contre les auteurs de cette attaque. C'est une véritable attaque barbare, sauvage, qui était destinée à tuer. Et ces individus seront rattrapés parce que la police judiciaire travaille, elle travaille bien. Donc toute la classe politique va condamner ces actes. Lundi 10 octobre, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve se déplacent dans les 3 commissariats d'où sont originaires les policiers attaqués. Ils mesurent l'ampleur de l'événement. Pour eux, c'est aussi une manière de répondre à la grogne qui commence à monter chez les policiers et d'annoncer aussi un certain nombre de mesures, parce que notamment, il est courant de dire qu'en Essonne, il manque énormément de fonctionnaires. Les syndicats avancent le chiffre de 300 fonctionnaires manquants en Essonne. Et dans les jours suivants, Bernard Cazeneuve va forcément annoncer des arrivées supplémentaires de fonctionnaires, une centaine, qui au bout du compte ne seront pas réellement 100 fonctionnaires affectés au département, mais environ 80. Malgré ce déplacement sur le terrain de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, la grogne monte chez les policiers. La grogne va monter crescendo jusqu'à donner des manifestations qui vont avoir lieu une semaine après les faits. Ça commence devant le commissariat de Savigny-sur-Orge, d'où est originaire Vincent, le policier le plus gravement brûlé. Ils vont se rassembler, ils vont faire une chaîne humaine devant le commissariat, chanter la Marseillaise. La nuit suivante, ça sera devant la préfecture de l'Essonne, où 70 fonctionnaires de nuit, principalement des baqueux, des policiers qui sont affectés aux brigades anticriminalité, vont se réunir. Et la semaine suivante, ce sera des défilés sur Paris, avec en point d'orgue un rassemblement réunissant 500 policiers de toute l'Île-de-France devant l'hôpital Saint-Louis où est hospitalisé Vincent. Défilé qui terminera sur les Champs-Élysées avec les véhicules de service, avec les gyrophares. Un même cri, une même colère et les mêmes revendications. Jean-Marc Falcon, qui à l'époque était le directeur de la police nationale, réagit en disant que des sanctions seront prises contre les fonctionnaires qui ont manifesté sur les Champs-Élysées. Pour tous les policiers de France, c'est vraiment l'agression de trop ? Ah oui. Ils ironisent beaucoup sur les véhicules qui ont été attaqués. Ils disent qu'ils étaient en Kangoo dans une cité sensible. Il y a un policier qui dira on utilise des véhicules familiaux pour venir dans des quartiers compliqués. Voilà, c'est vraiment le symbole, cette attaque, d'une police qui va très mal et notamment qui n'est pas équipée pour répondre à la délinquance qu'on peut trouver dans les cités compliquées. Sébastien Morelli, l'enquête est menée par la Sûreté départementale de l'Essonne. Quels sont les éléments dont disposent les enquêteurs au départ ? Les rares éléments qu'ils ont, ce sont des morceaux de bouteilles, des pavés, puis quelques images de vidéosurveillance, mais ce sont des gens qui sont tous encagoulés, donc on ne voit pas leur visage, ils n'ont pas d'ADN, ça s'annonce très compliqué. Alors que font les enquêteurs ? Ils vont commencer par faire du porte-à-porte entre 900 et 1000 appartements, dans le quartier de la Grande Borne, mais on voit bien que c'est la loi du silence qui prédomine dans ce quartier. Ça va rien donner. Et les quelques témoins qui ont pu voir une partie de ce qui s'est passé ne sont pas capables, évidemment, d'identifier les personnes. Alors qu'est-ce qu'ils font ensuite ? Ils vont s'intéresser aux réseaux sociaux, puisqu'il va y avoir plusieurs vidéos de diffuser. On voit les voitures brûlées, avec des mots sur les poulets brûlés. Ils vont identifier des comptes internet qui vont leur permettre du coup d'interroger ces personnes qui ont publié ces vidéos, qui ont publié des commentaires peu amènes sur les policiers. Et malgré tout, il y a quand même quelques personnes de la Grande Borne qui vont commencer à parler, à donner des noms, qui vont permettre aux policiers d'aller voir ces personnes et de remonter sur d'autres, etc., etc. Alors ces quelques témoins, ils sont très peu nombreux, et tous, et je dis bien tous, vont être agressés. Un va être tabassé et gazé dans son lycée,
Un autre, qui est un jeune mineur, va être photographié et filmé. Ils lui ont mis un énorme serpent autour du cou et on voit que le gamin est totalement terrorisé. Et un troisième témoin, qui a lui aussi donné des noms, va être agressé devant un café dans une ville voisine. Et il y aura un quatrième témoin, qui est lui anonyme, qui va déposer sous X et qui va aussi donner une liste de noms. Il donne une liste de noms en disant que ces gens-là ont participé à cette agression et que cette agression a été principalement organisée par une bande dite bande de la S. Bande de la S pour Serpente qui est le nom d'une rue dans la Grande Borne. À ce moment-là, quelle est l'ambiance dans le quartier ? J'imagine qu'il y a beaucoup de policiers régulièrement sur le terrain pour mener cette enquête. C'est une enquête qui leur tient à cœur ? C'est une grosse enquête pour la sûreté départementale, donc ils vont énormément travailler. Dans le quartier, il y a plusieurs escadrons de CRS qui sont mobilisés, qui vont rester sur place plusieurs semaines de suite, ce qui va énormément, évidemment, déranger les trafiquants du quartier. Du coup, on s'aperçoit de deux choses après ces faits. C'est d'une part, les attaques à la portière ont totalement cessé. Les trafics en ont pris un coup et on a beaucoup moins de faits divers qu'auparavant sur la Grande Borne. Entre novembre 2016 et mars 2017, il va y avoir une série d'interpellations. Les enquêteurs vont procéder à 5 vagues d'interpellations. Au total, ça fait une vingtaine de personnes qui vont être interpellées. Certaines vont être placées en détention provisoire, d'autres vont être relâchées faute d'éléments et d'autres placées sous le statut de témoin assisté. Le 15 octobre 2019, le procès commence devant la cour d'assises de l'Essonne à Évry-Courcouronnes. Il y a 13 prévenus. Quel est leur profil ? Parmi ces 13 prévenus, il y en a 3 qui étaient mineurs à l'époque des faits. La plupart ont un parcours chaotique, que ce soit scolaire ou avec leur famille, des situations souvent assez compliquées. Un seul d'entre eux a réussi à décrocher le baccalauréat. Certains ont déjà des casiers judiciaires, alors des petits casiers, pas forcément des gros faits. Et comme 3 prévenus étaient mineurs au moment des faits, le procès se déroule à huis clos. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors ça veut dire que en dehors des témoins et des proches, personne ne va pouvoir assister à ce procès. C'est un huis clos qui aurait pu être levé parce qu'entre-temps, ces 3 mineurs sont devenus majeurs. Au final, l'avocat général n'a même pas demandé la levée de ce huis clos. Les avocats de la défense s'étaient prononcés contre la levée de ce huis clos pour la sérénité des débats, puisqu'ils craignaient, si du public pouvait y assister, des débordements. Qui est présent au procès du coup ? Alors, côté partie civile, Jenny et Vincent vont assister à une grande partie du procès. Sébastien va être là au début, mais finalement, il va quitter le procès en disant que c'est trop dur pour lui. Virginie ne viendra pas au procès. Nicolas Guanard, comment se déroule le procès ? On ne sait pas trop comment ça se passe. Après, on apprend par des sources que les accusés vont avoir des attitudes désinvoltes. On nous apprend que certains sourient quand les policiers s'expriment, quand les policiers déposent, ce qui sera contesté par la suite par la défense via un communiqué de presse qui dit que la parole de chacun est respectée. Mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Après, les accusés, quand ils vont être entendus, vont continuer à nier, à dire qu'ils n'étaient pas présents et qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on peut avoir comme information au sein de la cour d'assises. Sur quoi repose l'accusation concrètement ? L'accusation va reposer sur des témoignages et toute la difficulté, ça va être que les témoins viennent déposer à la barre. Il y a énormément de témoins absents. Il y a beaucoup de témoins que la police n'a pas réussi à localiser. Il y a même un témoin dont on apprend qu'il a fui au Mali. Durant l'enquête, les policiers ont réussi à le localiser et à l'auditionner via une visioconférence depuis l'ambassade de France à Bamako. Mais après, durant tout le procès, ils ont essayé de le localiser. Les autorités françaises ont été en contact avec la police malienne pour essayer de le retrouver. Personne n'a réussi à remettre la main dessus. Donc du coup, il ne s'est pas exprimé à nouveau au procès ? Il ne s'est pas exprimé au procès. En fait, ce qui se passe à ce procès, c'est que soit les témoins ne viennent pas, soit ils sont totalement amnésiques. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient dit des choses ne sont pas là, ou alors ne se souviennent plus de rien, se sont rétractés. Comment est exploité le témoignage de la personne qui a parlé de façon anonyme ? Alors ce témoin sous X va témoigner devant la cour d'assises, mais il n'est pas présent évidemment. Ça se fait par visioconférence, son visage est masqué et sa voix est déformée. Donc si on se résume, finalement il n'y a pas d'éléments matériels contre les prévenus ?
Non, il n'y a pas d'éléments matériels, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de vidéo où on voit leur visage. Néanmoins, durant le procès, Jenny va dire qu'elle reconnaît un de ses agresseurs. Elle avait dit qu'elle avait vu ce jour-là son regard chargé de haine à travers la cagoule. Elle ne voyait que son regard et elle a dit qu'elle ne l'oublierait jamais. Et à l'audience, elle dit avoir reconnu le regard de cet homme-là qui, lui, en réponse, nie. Le 28 novembre, l'avocat général prononce ses réquisitions et ça prend du temps. Ça prend quasiment toute la journée, donc ce sont des réquisitions lourdes, puisque pour 2 des mineurs, elle va requérir 20 ans de réclusion criminelle, ce qui est le maximum. Pour le 3e mineur, elle va demander la levée de son excuse de minorité, ce qui peut porter la peine maximum à 30 ans, et c'est ce qu'elle requiert. Et pour les 10 autres prévenus qui encourent la réclusion criminelle à perpétuité, elle va recueillir des peines de 25 à 30 ans de prison en disant que si elle ne requiert pas la perpétuité, c'est en raison de leur jeune âge. Le verdict est rendu dans la nuit du 4 au 5 décembre. Quel est-il ? Il y a d'abord 5 accusés qui sont acquittés. Parmi eux, il y a 2 mineurs. Les 8 autres sont condamnés. Alors, il y en a un qui prend 10 ans de prison, 2 autres qui prennent 12 ans de réclusion criminelle, 3, 18 ans de réclusion criminelle et 2 autres, 20 ans de réclusion criminelle. C'est bien en dessous des réquisitions demandées par l'avocat général. Un verdict qui ne satisfait personne. Les avocats des policiers parlent de peines très faibles. Nous avons l'impression, avec ces peines qui sont de 10 à 20 ans, que les peines prononcées ne sont pas à la hauteur du crime. Lorsque l'on dit qu'on a voulu tuer des policiers, il faut que les peines soient à la hauteur du crime. Et les défenseurs des 8 condamnés dénoncent l'absence de preuves dans ce dossier. Les 5 acquittements sont fondés sur exactement les mêmes éléments que les 8 personnes qui ont été condamnées. Pourquoi la fragilité du dossier a été admise dans un cas et pas dans l'autre? C'est l'incertitude terrible de l'action judiciaire. Nicolas Guanard, Sébastien Morelli, que deviennent les 4 policiers agressés et notamment Vincent qui a été le plus touché? Je l'ai vu 2 fois, au premier jour et au dernier jour du procès, donc il garde cette casquette vissée sur la tête. La plus grande partie de son visage a été brûlée. On voit qu'il a dû subir des greffes de peau. Son oreille aussi a été très abîmée, de même que son nez. Oui, il est très marqué. Vincent fait toujours partie des effectifs du commissariat de Savigny-sur-Orge. Il n'a pas repris le travail depuis les faits, puisqu'il doit subir régulièrement des interventions en centre hospitalier. Il devrait être promu en tant que gardien de la paix, vu qu'il n'était qu'adjoint de sécurité au moment des faits. Pour les autres policiers, tous ont repris le travail. Ils ont tous obtenu une mutation. Sébastien, par exemple, qui souhaitait revenir en Charente-Maritime, d'où il est originaire, a réussi à avoir sa mutation à la suite de ces faits-là. Les autres policiers travaillent dans des commissariats de province, sur le terrain. Ils ont beaucoup de mal avec tout ce qui est violence urbaine. Ils appréhendent beaucoup les interventions, mais ils voulaient rester policiers parce que c'est un métier qu'ils aiment. Merci à Nicolas Guanard et Sébastien Morelli. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire directement codesource@leparisien.fr.